Salam alaikum. Donc là, je commence par un petit rappel sur ce qu'on a dit la dernière fois. Donc, à propos des équations différentielles au premier ordre. Donc, ce que j'avais dit, c'est que la plupart des méthodes numériques s'appuient sur la forme de Cauchy, la forme d'écriture des équations différentielles euh, de Cauchy. Alors, y' est égal f de t y. C'est-à-dire le second membre sera considéré comme une fonction de t et de y. Bien sûr, on se donne aussi une condition initiale. Une seule condition initiale, c'est à y à t égale à 0. Voilà, donc on a présenté certaines méthodes, quelques méthodes, entre autres la méthode d'Euler. Et j'avais dit que la méthode d'Euler est moins d'être la plus performante, mais on étudie toujours cette méthode, c'est pour des raisons académiques, parce qu'elle est très simple à comprendre et à mettre en place, à mettre en œuvre. Donc, il y a deux variantes déjà de la méthode d'Euler, méthode explicite et implicite. Vous allez comprendre, c'est très simple. Donc, y' est égal f de y. Si on intègre cette fonction sur un petit intervalle de longueur delta t, donc on peut déduire y', donc l'intégrale, ce sera y de t, son intégrale sera y de t plus de delta t moins y de t, et le second membre sera l'aire du rectangle de longueur delta t. Donc ça nous permet d'écrire y au point suivant, c'est-à-dire y de t plus de delta t est égal à y de t fois delta t fois f de ty. F de ty, on a le choix ici d'utiliser ce côté pour calculer l'aire de rectangle. Donc évaluer f à ti, si on appelle ça c'est l'intervalle i de longueur delta t. Donc évaluer f à ti, ou alors l'évaluer à ti plus 1. Si on l'évalue à ti, donc ça s'appelle explicite. Si on l'évalue à ti plus 1, donc on rajoute delta t à f à t plus delta t, ça s'appelle implicite. Dans les deux cas, il y a une erreur, on rate la courbe exacte par une petite partie. Comme si on utilise l'explicite, c'est cette petite partie-là qui est perdue. Si on utilise l'implicite, c'est cette partie. Donc c'est vraiment... mais il y a des cas, où la différence joue un rôle. Mais pour nous, ça reste insignifiant. Donc voilà, j'ai mis ici l'algorithme, les étapes qu'il faut suivre pour écrire l'algorithme d'Euler. Donc les étapes sont d'abord, il faut définir un intervalle où on veut intégrer l'équation différentielle. Là, à chaque fois, j'ai donné un exemple. Ensuite, on crée le vecteur t, on définit un pas de temps, Donc, certains vont me demander, monsieur, pourquoi on ne choisit pas le nombre de points. Non, physiquement, c'est ça qui a un sens, delta t. Vous allez voir, si vous faites la simulation dans l'avenir, c'est le pas de temps, parce qu'il dépend du phénomène. Si on est au niveau moléculaire, par exemple, ce sera des nanosecondes, des fois c'est des pictosecondes, des fois c'est des femtosecondes. Donc en fonction du phénomène, on définit le pas de temps. Ensuite, on définit la durée sur laquelle on veut faire le calcul. Il faut que le tout ait un sens physique. Alors, le nombre de points, il peut être calculé après, c'est pas un problème, ça c'est technique. Par exemple, pour un pendule, comme on est au niveau des secondes, donc ça sera le pas de temps, ça sera aussi petit qu'il faut pour avoir une précision un peu appréciée. Voilà. Ensuite, après, on définit un vecteur t, donc ce sera un vecteur par pas de temps dt qu'on vient de définir. Donc ça va de t0 jusqu'à t max, la durée sur laquelle on veut intégrer. Donc ça, on sait faire. Donc t sera un vecteur, c'est-à-dire un tableau de valeurs, une suite de valeurs. Ou bien on définit comme ça, je vous ai dit comment faire, ou bien on a
Bon, on définit comme ça. Ensuite, si on a un vecteur, on peut facilement déduire son nombre de points. On a une fonction MATLAB dédiée à cet effet, à ce but, length de t. Donc n est égal à length de t, n ici sera le nombre de points, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans le vecteur t. Donc le nombre d'intervalles sera n-1 dans ce cas-là. Donc il faut faire attention à chaque fois à ça. Des fois on met point, moi je fais pas très attention, mais il faut le savoir. Ça. Un nombre de points est égal à un nombre d'intervalles plus 1. Donc ici, ça sera le nombre de points. Initialiser donc le vecteur y dans lequel on va mettre le résultat de l'intégration de l'équation différentielle. Donc y, vous le comprenez bien, il est identique à t, enfin identique dans la longueur. C'est-à-dire qu'il doit avoir le même nombre d'éléments que t, parce que puisqu'il y sera calculé à chaque ti. Donc au départ, on le remplit par des zéros. Ensuite, on va, lorsqu'on intègre, on va le remplir petit à petit. On commence par une valeur de départ qui est une donnée du problème, le problème de Cauchy, y0, il est donné. Donc, bien sûr, bien avant, il faut avoir défini la fonction f, qui est le second membre de problème de Cauchy. Donc, y de 1, parce qu'on MATLAB, on commence par 1, est égal à la valeur qui est donnée. Hein, si c'est 1, si c'est 10, si c'est 2, je ne sais pas, selon la fonction qu'on va intégrer. Donc, et ensuite, on fait une boucle sur toutes les valeurs. On va déduire les valeurs à partir de 1, on va les calculer selon le schéma d'Euler, qui est calculer les surfaces, puis on les rajoute. On calcule les surfaces des rectangles, puis on les rajoute. Voilà, à la fin, on a le vecteur y qui est rempli. Bon, ben là, j'ai pas mis la format là, mais ça, vous le savez faire. C'est y, parenthèse, i plus 1 au lieu de... Là, j'ai mis des indices. Bon. Ensuite, à la fin de la boucle, le vecteur y est bien rempli, donc je peux tracer par exemple plot t, y, j'aurai la courbe directement. Je peux les afficher, je peux rajouter, après, c'est des options. Vous les connaissez, spécifier l'axe y, l'axe horizontal, l'axe vertical, etc. Voilà, ensuite, ça, c'est pas la seule méthode. Ça, c'est la méthode d'Euler qui est simple à mettre en place. On va voir que les autres aussi sont aussi simples. La méthode de Runge-Kutta, elle s'appuie sur la définition, sur deux termes qu'on définit avant. C'est juste histoire de simplifier de représentation, mais on aurait pu mettre ces expressions dedans ici. Donc, au lieu de calculer au lieu de calculer directement y, on a deux termes à calculer un peu avant. Voilà, si on met en place exactement le même algorithme, c'est juste à l'intérieur de la boucle, le schéma numérique de Euler qui sera remplacé par le schéma de Runge-Kutta numéro 2. Voilà, on peut faire ça, copier-coller, on prend ça, on le met, ça marche. Donc si on a mis Euler, on marche, après le reste c'est facile, tout pareil. Le Runge-Kutta numéro 4, il y a 4 constantes. Et ça, c'est la plus performante. Vous allez le remarquer. Déjà, le temps d'exécution, c'est rapide. Et puis, meilleure précision. Alors, c'est juste qu'il y a des calculs au mi-temps, c'est-à-dire au milieu de l'intervalle. Il y a deux termes qui se calculent au milieu de l'intervalle. Donc, il faut faire attention. Hein? Donc, on fait TI, c'est le TI qui sera plus H2. TI plus H2. Donc là, F, elle est évaluée à TI plus H sur 2. H, c'est, enfin, DT. Des fois, je l'ai noté DT. Là, c'est DT. Oui, c'est pas grave. Vous comprenez, c'est DT ici. H. Bon, des fois, on le note H, des fois, c'est DT. C'est pas très grave. Donc, si vous avez mis ici DT, donc ici, il faut mettre DT. Si vous avez mis H, vous mettez H. Et là, Y, I de T, voilà, ça c'est des expressions, on le met ici. Et Y, ça c'est Y de I plus 1 se calcule de la manière suivante. Donc les constantes K1, K2, K3 sont calculées à chaque itération. Donc à chaque itération, pour chaque valeur de Y, hein, il y a les 4 termes qui sont calculés, puis après on calcule le terme Y de I plus 1. Et quand on commence par 1, donc on s'arrête à
n, qui est le nombre de points, y de n. Donc, à la fin de la boucle, normalement, nous avons y de t pareil. Voilà. Avec ces trois méthodes, donc, on peut intégrer la fonction qu'on veut, du premier ordre, bien sûr. Donc, maintenant, on va passer aux équations d'ordre n. Alors, il y a une manière qui est suivie par tout le monde. Son principe, c'est quoi? C'est de se ramener à un système d'équations. C'est-à-dire changer l'équation d'ordre n à un système d'équations de n équations d'ordre 1. Voilà, par exemple, l'équation différentielle de deuxième ordre. Donc là, on va la transformer en un système d'équations de deux équations. Voilà, comme cet exemple-là, l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique, il est intuitif. Enfin, ici, on introduit une variable, V, qui s'appelle V. Donc, facilement, donc V sera égal à X point. Donc, X point est égal à V. Et on voit tout de suite que V point sera égal à X2 point. Et donc, sera égal à moins oméga carré X. Hein. X2 point est égal à moins oméga carré X. Donc, si on introduit V est égal à X point, donc on aura V point égale moins oméga carré X. X point égale V, et donc V point est égal à moins oméga carré X. Donc ça, vous pouvez le voir normalement, et c'est la même démarche à chaque fois pour toutes les équations. Donc si on avait, par exemple, on peut le voir ça comme position, vitesse, accélération. Troisième ordre, par exemple, on introduit deux variables, V et A, maintenant, pour l'accélération. Si on a quatre ordres, on introduit une quatrième variable, et ainsi de suite. À chaque fois, on aura autant d'équations que l'ordre de l'équation différentielle. Donc, dans ce cas-là, donc on a entre x point égale v et v point est égal à moins oméga carré x. Donc, tiens, on se dit, ça peut être on peut le considérer comme étant les composantes d'un vecteur grand y, hein, xv, donc xv. Donc, la dérivée de y par rapport à t donc sera x point et v point. Donc là, ces deux composantes seront les deux composantes de y point. Et on peut considérer aussi le second membre comme étant deux composantes d'une fonction f, un vecteur f dont les composantes sont des fonctions. Donc la première composante, elle prend la seconde composante de y, et la deuxième composante de f, elle prend sa valeur, c'est moins oméga carré fois la première composante de y. Donc on peut de cette façon définir y comme ça et f comme ça, y égale xv, et f, v, la première composante c'est v, elle ne fait rien, elle prend la deuxième composante directement, et la deuxième composante, elle multiplie moins oméga carré fois x. Donc, en l'écrivant comme ça, on peut l'écrire sous cette forme. Y' est égal f de y et de t. Alors, y', donc composante par composante. La première composante x point est égale à la première composante de f qui est v, et la deuxième composante de y point qui sera v point sera égale à la deuxième composante de f qui sera moins oméga carré x, conforme à notre équation. Donc, du coup, là, on a obtenu le schéma d'Euler pour un vecteur y et un vecteur fonction f. Voilà. Et ensuite, on peut appliquer toutes les méthodes qu'on avait vues avant au vecteur y, comme on a fait pour y scalaire. Voilà. Donc, que ce soit Euler, Runge-Kutta ou Runge-Kutta de Rothkart. Voilà. Donc, on va voir comment on applique ça, par exemple, pour le Euler. Donc là, j'ai repris ce qu'on avait dit avant, donc la définition de y et la définition de f, c'est ça les plus importants. Et bien sûr, ouais, le schéma d'Euler, il est là, donc bien sûr, en définissant le vecteur départ, le vecteur, comme pour l'ordre 1, on définissait y0, là on définit le vecteur y0, qui aura la composante x0, v0. Et c'est intuitif, parce que ça c'est l'ordre 2, donc on a besoin de la position et de la vitesse comme condition initiale. Donc,
Voilà, donc au lieu de donner une seule valeur au départ, là on aura besoin de deux valeurs, c'est-à-dire les composantes du point de vue du vecteur d'un vecteur initial. Voilà. Donc on peut écrire ensuite le schéma numérique, Euler, s'il est similaire euh, que le schéma numérique à une dimension, sauf que c'est écrit pour un vecteur y. Donc y plus 1 est égal à y plus delta fois. Et donc cette équation sera exécutée pour chaque composante. Donc cette équation-là, on peut l'écrire par composante, sera valable la première composante, la deuxième composante. Voilà, sous MATLAB, comment on écrit ça? Sous MATLAB ou Octave. Donc d'abord, on définit une fonction f, c'est cette fonction-là, f, le vecteur f, le vecteur de fonction f. Donc la première composante, on a dit, donc elle accepte pour argument quoi? Elle accepte t, mais là, dans notre cas, il n'y a pas t. Il n'y a pas t on n'utilise pas t, mais c'est possible. Dans le cas général, c'est comme ça, c'est t, y, mais là, dans ce cas-là, il n'y a pas t. Et il y a le vecteur y. Donc là, donc la première composante de f, ce n'est rien d'autre que la deuxième composante de y. Et la deuxième composante de f, ce n'est rien d'autre que moins oméga carré, le x, c'est-à-dire la première composante de y. Parce que tout doit être écrit à l'intérieur de la fonction f en fonction de y. Hein, parce qu'il reçoit par argument y. Donc à l'intérieur, voilà, on utilise y1 ou y2. Donc cette fonction, elle accepte par argument t et le vecteur y des deux composantes, x et v. Et elle te retourne quoi? Elle retourne quoi? Donc f, elle retourne le vecteur fonction. Le vecteur fonction, première composante de la fonction, la deuxième composante. Donc, il a ici, donc ensuite, après, on va faire la boucle sur cette valeur-là. Bien sûr, au départ, il faut initialiser les deux composantes de y. Donc ici, on définit petit y, un vecteur donc à deux dimensions, sera donc la deuxième, c'est-à-dire ce vecteur, il aura deux colonnes. C'est un vecteur, c'est une matrice en fait. Deux colonnes. Donc deux colonnes et autant de lignes que de points. Donc y de 1, alors les deux points ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 et 2. 1 pour la vitesse et 1 pour la position et 2 pour la vitesse, les deux composantes de y. Donc, et la première colonne et le premier indice, c'est l'indice des lignes. L'indice des lignes. Donc, ici, 1, on aurait pu écrire ça comme ça. y1, 1 est égal à x0, y1, 2 égale y0. Donc, voilà, j'espère que vous comprenez ça. Quand on met deux points, ça veut dire que fait le travail pour les deux. La première composante sera la première et la deuxième sera la deuxième. Comme on sait que ça, c'est un vecteur de deux dimensions, parce que j'ai fixé le nombre de lignes, donc là, il n'y en aura que 1 et 2. Donc là, il va attribuer x0 à la première, 1, et la deuxième, 1, 2. Définition des vecteurs, c'est pas accroché, comme vous vous rappelez. Alors, maintenant, le schéma d'Euler, il va être appliqué comme ça. Ça, c'est une matrice de deux colonnes, j'ai dit. Donc, et là, on va jouer sur le nombre de lignes. Le nombre de lignes, c'est le nombre de points qu'on a. Donc, pour calculer l'élément i plus 1 pour les deux, pour la position et la vitesse, il est égal à l'élément i pour la position et la vitesse, plus delta t fois f évalué à ti pour les deux, pour la position et la vitesse. Pour la position et la vitesse. Comme f, vous vous rappelez, elle accepte par argument quoi? Elle accepte t et un vecteur de deux valeurs, de deux composantes. Donc là, l'élément i, il y a deux composantes. Donc on passe à f, un vecteur à deux dimensions. La première composante sera y de 1, la deuxième sera petit y de i2, de i1 et i2. Donc voilà, ça c'est pour le point i. Ensuite on passe, on fait la boucle sur i, on calcule ainsi toutes les composantes. À la fin, on a deux vecteurs, dans le deuxième, deux vecteurs colonnes, donc le deuxième colonne qui détermine
est-ce que c'est X, est-ce que c'est V? Lorsque le deuxième colonne est égal à 1, c'est la position. Lorsqu'elle est égale à 2, c'est la vitesse. Enfin, si c'est compliqué à comprendre, je sais que c'est pas évident, mais si vous ne comprenez pas, c'est pas très grave. Ça viendra avec l'expérience. Là, je vous ai mis l'algorithme qui est fonctionnel. Donc là, je vous demande pas je vous demande juste d'essayer de comprendre, de le mettre en œuvre. Par contre, les trois méthodes avant, ça, il faut être capable de les faire. À partir de l'algorithme que j'ai écrit là, à partir de ces phrases, il faut être capable de faire ce qu'il faut. Là, en plus, j'ai donné des exemples ici, dans la plupart des cas. Donc là, il faut être capable de faire, euh, sinon, sinon, on n'a pas atteint notre but. Voilà, donc je reviens. Voilà, pareil, on définit, par exemple, pour cette x2 points, pour cette équation différentielle x2 points plus oméga carré x égale à 0. Donc OM, je mets 1, mais après on pourra changer. OM égale 1. Tmax, là j'ai choisi période, comme la période c'est 2pi sur oméga, donc je mets 10, là c'est le nombre de périodes. J'ai mis 4, non, ça c'est pas, parce que j'ai changé plusieurs fois, c'est pour ça. Dans mes calculs. Donc là, c'est des périodes. Je peux mettre 4, c'est 4. Bon, ça sera 4 périodes. Voilà le pas de temps, 1 sur 1000. Voilà, je définis le vecteur t. Là, je définis ma fonction f, le vecteur fonction, la première composante, la deuxième composante. Si vous avez une autre équation différentielle, là, on changera, on met ce qu'il faut pour notre équation. Et on va l'équation. Voilà, x0 est égal à 5, la position initiale, juste ça. Et la vitesse initiale, je prends égal à 0. C'est comme l'oscillateur harmonique, un masse ressort par exemple, j'écarte un petit peu la masse de 5 cm, puis après son vitesse initiale. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, alors, V1 là j'ai laissé libre de deuxième dimension, donc ça veut dire qu'il a besoin de deux valeurs. La première sera x0 qui est égal à 5 et la deuxième qui est la vitesse sera égale à 0. Je peux écrire ça comme je vous ai dit tout à l'heure. V11 égale x0, V12 est égal à 0. Donc là j'ai utilisé le vecteur v au lieu de y. Juste histoire de... parce que tout à l'heure c'était y. Là, donc le v c'est un vecteur à deux dimensions dans lequel je vais stocker et la position et la vitesse. Alors, j'utilise le range quota ici. K1, pareil, donc K1 est égal à la fonction f, donc d'après le schéma de range quota, de évaluer à TI. Et puis, ici sera les deux composants, c'est-à-dire sera calculé pour la position et pour la vitesse. Donc, du coup, K1, lui aussi, sera un vecteur à deux composantes. Pour l'élément I, pour le point I. Donc j'aurai la position et j'aurai la vitesse. Donc K1 sera un vecteur de deux dimensions, de longueur de la position et la vitesse. K2 aussi. Donc, mais seulement K2 est évalué à TI plus 1, et donc les deux, selon le schéma, plus H fois K1, deux vecteurs, et là, deux composantes, et là c'est deux composantes, plus H fois deux composantes, donc ça marche. Ça c'est l'addition de deux vecteurs. Et voilà, là, comme j'ai les deux vecteurs K1, K2, je calcule le vecteur, c'est-à-dire la position et la vitesse, au point suivant I plus 1. Donc, voilà, comme tout à l'heure, 2 points, ça veut dire que tu vas me faire le calcul pour toutes les composantes du deuxième indice. Donc, les deuxièmes indices, c'est 1 et 2, position et vitesse, comme je viens de dire, égale VI de VI pour l'élément précédent, plus H sur 2, ça c'est range quota d'ordre 2. Et ensuite, à la fin, donc j'aurai V qui contiendra mes deux colonnes. La première colonne, c'est la vitesse, la deuxième, c'est la position, la deuxième colonne, c'est la vitesse. Je peux tracer ce que je veux. Comme moi, je veux la position, donc si je veux la position, je trace plot T. Alors V, donc je laisse libre la première et je fixe la première colonne. C'est la première colonne qui est la position. Si je veux la vitesse, par exemple, j'aurais qu'à mettre ici 2. Voilà. Voilà l'exercice que je vous ai donné.
c'est d'appliquer, ça c'est pour appliquer, d'appliquer les méthodes en premier ordre. Donc ça c'est premier ordre, d'appliquer Euler, Runge-Kutta 2 et Runge-Kutta 4 et de comparer avec la solution exacte. Bon, bah, je vous l'ai mis la solution pour ne pas perdre du temps. Et voilà, voilà. Maintenant, pour l'ordre 2, moi, je vous propose un petit exercice sympathique. Vraiment, moi j'aime bien. Je serais très content s'il y a des gens qui réussiront à faire ça. Donc, c'est de faire ça pour un pendule. Pour un pendule, c'est-à-dire sans utiliser l'approximation sinus θ. Donc là, on a l'algorithme, on l'a fait. Attendez, je reviens. Donc là, cet algorithme, c'est pour x 2 points plus oméga carré x égale à 0, qui est la même pour le pendule, ou là pour un masse ressort, il suffit de changer x par θ. D'accord? La solution, vous la connaissez, c'est une sinusoïde, a cosinus oméga t plus phi. Comme la position initiale est 0, donc phi égale à 0, donc sera x0 cosinus oméga t, la solution exacte. Là, si on ne fait pas cette approximation sinus θ égale à θ, on obtient une équation non linéaire comme ça, égale à 0. θ 2 points plus oméga carré sinus θ égale à 0. Donc ça, c'est l'équation du pendule réel. Réel, entre guillemets, oui, réel, ça veut dire qu'on ne fait pas l'approximation, c'est ça ce que ça veut dire. Voilà, sur 4 périodes. Donc, d'après le schéma, ce qu'on a fait pour l'autre, donc là, on fait le changement de variable. J'ai utilisé toujours la même variable V, mais là, c'est la vitesse angulaire dans ce cas-là, mais bon, c'est pas grave, c'est une variable. Donc, V est égal à θ point, et donc, comme θ 2 points qui est égal à V point, donc sera égal à moins oméga carré sinus θ. Donc, on n'a qu'à changer vraiment dans le schéma précédent la définition de la fonction f. C'est tout. C'est juste la définition de la fonction f. La deuxième composante, au lieu qu'elle soit moins oméga carré fois y de 1, sera égale quoi? Sinus de y1. C'est tout. Donc, voilà, faites ça. Faites ça. Et puis, le but, c'est de comparer avec la valeur exacte, avec la solution exacte, c'est-à-dire la solution avec l'approximation θ. Et qui est quoi? Sera égal à θ0, à θ0 fois cosinus oméga t, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, je finis par vous présenter la méthode de MATLAB. MATLAB, il possède une équation, une fonction qui s'appelle ODE45, qui permet en fait de faire l'intégration d'une fonction à 2 degrés, de deuxième ordre. Voilà, donc d'abord le schéma, il faut l'avoir fait à chaque fois, donc avec des changements de variables, de la transformer le schéma, le problème de Cauchy, de l'écrire pour un vecteur. Ça, c'est inévitable, il faut l'écrire au départ. Donc voilà, une fois qu'on a défini les deux composantes de notre fonction, f, de notre vecteur fonction, f, donc ça y est, c'est bon. Donc ça, je l'ai fait sur la ligne de commande. Hein. Là, je l'ai fait copier-coller. Donc, j'ai choisi oméga JDL est égal à pi. Donc, j'ai défini ma fonction. Voilà, ce que j'ai fait sinus. Là, j'ai pris l'équation du pendule sans approximation. TI égale à 0. TF est égal à des périodes, 10 fois 2 pi sur 1. Voilà, Y1, 0 sera l'angle initial, je l'ai appelé Y1, 0, c'est pas grave. Y de 0, c'est la vitesse 0. Donc, et voilà, on a une équation ODE45, elle s'appelle comme ça, qui me retourne en sortie le vecteur T et le vecteur Y. Vous voyez, c'est magique, on n'a pas besoin de lui dire où est-ce qu'il faut calculer. On ne lui passe pas TI, on ne lui passe pas le vecteur T. Elle nous le donne en retour. Elle nous donne t, où est-ce qu'elle a calculé? Elle nous donne le y correspondant. Donc elle fait sa source à l'intérieur. On lui donne juste la fonction et les conditions initiales. C'est tout. Voilà, ça TI, TF, c'est le temps initial.
et le temps final. Et là, c'est le vecteur initial, c'est-à-dire la position et la vitesse. Donc, dans notre cas, c'est l'angle. Donc là, c'est l'angle initial. Et là, c'est en radian, bien sûr. C'est pour ça que je l'ai transformé ici en radian. Je multiplie par I, j'ai mis 20. Comme ça, c'est pour voir comme en degrés. Et puis, je l'ai transformé en radian. Voilà, donc là, c'est la valeur de θ. Et là, c'est 0. Donc, c'est la vitesse angulaire. Voilà, après, vous voyez, juste après l'appel de cette fonction, je peux plotter t de point 1. Donc, il faut faire attention juste ici. Pour la fonction, il faut mettre point-virgule parce que lui, cette fonction travaille comme ça. Elle a besoin d'un vecteur colonne pour la fonction, donc de points au lieu de virgule comme nous tout à l'heure. Voilà, et après, comme nous, ce qu'on a fait dans notre algorithme, y ici, il est à 2 dimensions, il y a 2 colonnes. Donc la première, c'est pour la position, l'angle dans ce cas-là, et la deuxième sera pour la vitesse angulaire. Donc si je veux tracer θ de t, donc je mets 1 ici, et là, toutes les valeurs. Et là, t c'est à une seule dimension, et là, j'ai pas mis la figure, mais là, ça donne la courbe θ de t. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est de jouer sur l'angle initial, 10, 15, 20, 30, et voir est-ce que ça... Mais d'abord, il faut rajouter un plot ici, il faut rajouter un plot, virgule, plot 20 degrés, par exemple, si c'est 20 degrés, donc y10 fois y10 fois cosinus oméga t. Oméga est donné, et t il est donné, fois oméga t. Comme ça, pour avoir la solution exacte. Enfin, la solution exacte. La solution sans l'approximation. Le but, c'est de comparer la solution avec l'approximation et la solution sans l'approximation, celle-là. Le résultat de notre calcul. Et de voir quand est-ce que, à partir de quelle valeur de θ0 initiale, on voit la différence. On voit une différence. Ou alors, est-ce que l'approximation est toujours bonne ou pas bonne? Si elle n'est pas bonne tout le temps, à quel moment? Juste d'avoir une estimation par rapport à ça. Alors, je serais très content s'il y a quelqu'un qui arrive à faire ça. Voilà, j'ai fini. Voilà, je précise une chose, c'est que j'aurai pas de document parce que j'ai pas eu le temps pour imprimer quoi que ce soit. Donc là, c'est les 3 exercices. Là, c'est de faire sur la ligne de commande, utiliser la fonction MATLAB. Ça, c'est un dernier. La première, c'est d'utiliser l'exercice 1. Il est là. Donc, vous l'imprimez, vous faites ce que vous voulez. Y1. La deuxième, c'est ça, le deuxième exercice. Et le troisième, c'est ça. C'est les lignes. Ça, c'est sur la ligne de commande. Ça, c'est des scripts. Ça, il faut faire des scripts pour ça et pour ça. Et là, c'est sur la ligne de commande. Voilà, je vous souhaite bon courage et à demain.